Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes. Et cette semaine, pour célébrer la fin 2013 et l'arrivée de 2014, une émission exceptionnelle consacrée aux livres et au vin. 6 personnalités, des propriétaires de domaines, des œnologues, des auteurs de bandes dessinées et un collectionneur. Michel Jacques Chasseuil, nous sommes dans sa cave, la plus belle cave du monde. Rencontre avec son propriétaire. Michel Jacques, bonjour. Bonjour. On est ici dans un lieu qui pourrait être comparé un peu le paradis pour tous les amateurs de vin en France et bien au-delà dans le monde entier. Comment tout ça a commencé? Quel a été le déclic pour vous? Le déclic, moi déjà, je suis né collectionneur. J'ai commencé la collection des timbres-poste, des minéraux, des fossiles, et puis du vin à 20 ans. Et puis petit à petit, à l'époque, c'était pas très cher, dans les années 1960. Je suis rentré chez Dassault. Ensuite, j'ai eu les dîners d'affaires. J'ai commencé à goûter les grands crus, les moutons, les margots. Et puis là, j'ai commencé à aménager ma collection par passion. Et lorsque j'ai eu 50 ans, j'allais quitter la société. Je me suis dit, pour ma retraite, il faut que je spécule un peu et que j'achète des grands noms, des grands crus dans les grandes années. Et ça a commencé donc là, ça s'est amplifié comme ça. Et puis ce qui fait que quand je suis arrivé en l'an 2000, ma collection a atteint un tel prix que c'est devenu après plus tellement une collection, c'est devenu la protection d'un patrimoine et de l'œuvre d'une vie pour les générations futures. Alors ma question peut paraître un peu bête, mais comment vous choisissez un grand vin? Comment un vin est un vin d'exception dans votre collection? Mais je les ai choisis de par la connaissance de tous les journalistes, de tous les grands experts et des sommeliers, des œnologues et des propriétaires. Et chaque année, comme ça, en faisant un assemblage de toutes ces informations, on peut définir la bouteille qui sera la plus prisée, la plus recherchée, la plus chère, la meilleure. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, ma chance, ça a été d'acheter la bouteille qui était d'un prix très élevé, mais très, très rare. Et autant c'était pas très cher il y a 10 ans que maintenant, bon, ben, c'est pratiquement impossible. Michel Jacques a un livre vous avez consacré en partie aux éditions Glénat, en tout cas à votre collection. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Mais dans ce livre, c'est l'histoire de 100 bouteilles sur les 40 000 de la collection. Comment on choisit 100 bouteilles? On choisit celle que vous aimez le mieux. Par exemple, ce Magnum de la Fleur 47, le plus grand vin du monde. Après, on choisit quand même les grands crus, Pétrus. Alors, Pétrus 45, 21. Après, on tape dans les Yquem. Alors, Yquem 1811, le plus vieux. Année de la comète, voilà. Vous avez du Château Yquem 1811. Voilà. Et après, on cherche les raretés dans les millésimes. Alors, on va chercher des vins disparus, comme les Marsala, de 1830, les Madères. Après, des vins historiques, comme le cognac de Napoléon, de Sirleaf 1805, les vins du Tsar Nicolas II 1894. Donc voilà, j'ai choisi des bouteilles comme ça, par le goût, la qualité, la rareté, l'histoire. Donc voilà, j'ai choisi ces vins comme ça pour faire rêver les gens. Ce qui a fait que la notoriété de ce livre, qui a donc été traduit en 10 langues, s'est faite toute seule par les histoires simples et marrantes et amusantes et distrayantes. Michel Jacques, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. On va profiter de votre cave encore tout au long de l'émission. Et vous le savez, dans Culture T, on aime découvrir des artistes très différents. Et cette thématique, le livre et le vin, va nous emmener à la découverte d'Éric Corbeyran, scénariste bien connu, souvent pour de la science-fiction en bande dessinée. Mais depuis quelques années, il s'est mis lui aussi au vin à travers 2 séries, Château Bordeaux et In Vino Veritas. All set? Let's go. Depuis maintenant 3 ans, Éric Corbeyran et SP explorent le territoire du vin dans une grande saga familiale, Château Bordeaux. Une série qui touchera les néophytes, comme les grands amateurs, une série dans la veine des maîtres de l'orge de Jean Van Damme, une histoire aux accents réalistes, une vraie nouveauté pour son scénariste, Éric Corbeyran. Pour la première fois, je m'attaque à un monde, un univers réaliste. Et c'est vrai qu'avant d'écrire la moindre ligne de fiction, je me suis beaucoup documenté. Ça a duré à peu près 3 ans. Voilà, j'ai mis 3 ans
à essayer de cerner un petit peu le monde du vin, à aller à la rencontre de tous les acteurs qui composent la filière de cet univers, qui est une filière très complexe, avec, on part quand même à l'origine de quelque chose qu'on plante dans la terre, donc on est dans l'agriculture, et à l'autre bout de la chaîne, il y a un véritable marché qui peut parfois aller jusqu'au marché du luxe avec des grands flacons comme Yquem ou Cheval Blanc. La vraie histoire qu'on raconte, je vais en dire juste deux mots, c'est il y a un aspect polar et effectivement un aspect humain avec la reprise d'un domaine. Mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le vignoble, notamment le vignoble bordelais, ce ne sont que des affaires de famille, puisque à l'origine, il y a quelques décennies de ça, les gens vendaient très peu leur vin finalement. Il n'y avait que quelques grands châteaux qui vendaient le vin. Les autres faisaient du vin pour eux, faisaient du vin pour leur propre usage, faisaient du vin pour leur propre famille. Donc ce sont à l'origine des histoires de famille, des affaires de famille. Aujourd'hui, chaque domaine va vendre son vin au négoce ou à la grande distribution ou autre, mais on faisait surtout sa propre production pour alimenter son année de boisson. C'était un souhait de notre part, SP et moi, de montrer comment les coulisses du vin, parce que souvent, quand on fait une dégustation, on va vous montrer des cuves, on va vous montrer des fûts, on va vous montrer des endroits magnifiques, et on va vous expliquer en 2 mots comment que ça fonctionne. Moi, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et offrir au lecteur une vision aussi technicienne du vin, c'est-à-dire sans entrer dans les détails de la chimie qui s'opère dans les cuves, simplement prendre le lecteur par la main en lui montrant un petit peu les différentes étapes de la vinification. Que devient le raisin une fois qu'il est posé sur la table de tri, et combien de temps il faut qu'il macère dans la cuve, combien de temps il va passer en fût, combien de temps il va passer en bouteille. Tout ça, c'est des questions que quand on est néophyte ou juste amateur de vin, on peut être amené à se poser. Et je dirais que la bande dessinée, la série Château Bordeaux m'a donné l'impulsion nécessaire pour aller au-delà du rideau, essayer de comprendre comment ça se passe dans les coulisses. Drop it. On continue de découvrir cette cave tout à fait exceptionnelle, la plus belle cave du monde. Vous vous rendez compte, il y a ici des bouteilles du XVIIIe siècle, des bouteilles évidemment très rares, des bouteilles même qui ont appartenu à Napoléon. Bref, on va continuer ce Culture Thé consacré aux livres et au vin. On va aller à la rencontre de Jean-Michel Cazes. Il est le propriétaire du domaine Linge-Bage. Il va nous parler évidemment de la création d'un vin, mais aussi d'un très beau livre qui est sorti sur le domaine et sur la gastronomie. Bonjour Jean-Michel Cazes. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Quand on voit ce lieu particulier où sont stockées une bonne partie des récoltes, du vin qui va devenir ensuite un cru qui est bu ici, évidemment dans la région et dans le monde entier, qu'est-ce que vous ressentez encore à voir tout ça? D'abord, c'est un lieu tout à fait particulier, un chai à barrique comme celui-ci, parce qu'il y a une odeur, vous avez remarqué, il y a cette odeur du chêne neuf, du chêne frais, qui est un peu vanillé, qui emplit la pièce. Et dans ces barriques, vous avez du vin de la récolte 2012, qui est en train de terminer sa maturation en barrique et qui bientôt va être mis en bouteille dans quelques mois pour être livré à nos clients dans le courant de l'hiver prochain.
Alors vous le disiez, dans ces barriques, la récolte 2012, c'est énormément de travail, de plein de corps de métiers différents. Faire du vin aujourd'hui, est-ce que c'est la même émotion pour vous en 2013 qu'il y a 40 ans? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est tous les ans différent. Aucune année ne ressemble à une autre. On cherche toujours, d'ailleurs, à chaque millésime, à se dire, bon, est-ce qu'on a déjà connu les mêmes conditions de récolte, les mêmes conditions de vinification, en quelle année? Alors on trouve toujours des ressemblances, mais c'est quand même un nouveau bébé chaque année. Et donc l'émotion reste intacte. Ce qui est vrai aussi, c'est que au cours de ces 40 dernières années, les techniques de vinification ont fait des progrès absolument considérables. On a assisté à une révolution de la vinification, de la culture aussi, de la vigne. Lorsqu'on crée du vin, est-ce qu'on se sent plutôt artisan ou plutôt artiste? Ou parfois les deux peuvent se lier? Plutôt artisan. Moi, je n'aime pas beaucoup. Quand on compare le vin à une œuvre d'art, je ne suis pas sûr que la comparaison soit tout à fait celle qu'il faudrait. Même si le moment peut paraître parfois merveilleux, j'ai la dégustation d'un vin. J'ai un ami qui a une expression que j'aime beaucoup. Il dit le vin est peut-être une œuvre d'art, mais c'est la seule œuvre d'art qu'il faut détruire. C'est une véritable machine à remonter le temps. Quand on ouvre une bouteille qui a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans d'âge, il y a là aussi une émotion qui est très particulière, qui n'a rien à voir avec le fait d'ingurgiter une boisson alcoolique. C'est tout autre chose. Et il y a beaucoup de choses dans une bouteille de vin. Il y a déboucher la bouteille, il y a l'histoire du lieu, les hommes qui ont fait ce vin, la géographie, le climat, tout est contenu dans cette bouteille. Donc il y a un message très complexe qui est diffusé. Un livre est sorti aux éditions Glénat. Le titre est simple, Linge-Bage. Et à l'intérieur, on découvre à la fois évidemment... C'est Linge-Bage et compagnie. Et compagnie. Et compagnie, pourquoi? Parce qu'on découvre évidemment qu'il y a, pas très loin de ce lieu, un restaurant. Oui. Et on va découvrir, accordéant des recettes dans ce livre. Tout à fait. La gastronomie, le vin et l'hôtellerie, c'était une évidence pour vous? C'est venu à quel moment? Depuis toujours, moi j'étais convaincu que le vin était fait pour être dégusté, que faisait partie de la gastronomie, c'est un élément de la gastronomie. On ne peut pas séparer le vin des mets, des plats qui l'accompagnent. Pour moi c'est d'une évidence, c'est quelque chose, ça ne se discute même pas. L'idée que nous avons eue en faisant ce livre, à l'initiative de Jacques Glénat, d'ailleurs, qui est un fin connaisseur à la fois de la gastronomie et du vin, c'était d'associer des recettes à des vins et à travers cette association de raconter l'histoire de notre vignoble, d'une part, mais aussi un peu celle de Bordeaux, tout ça est mêlé, aussi celle de notre famille. Donc on a choisi des recettes qui reflètent un peu nos traditions familiales. On ressent dans ce livre la nécessité de l'exception, de l'exceptionnel. Ça, c'est quelque chose que vous êtes imposé depuis des années, à la fois évidemment dans le domaine viticole et aujourd'hui aussi dans la gastronomie. Notre travail, c'est quand même au départ la recherche de la qualité. C'est vrai pour le vin, bien entendu, c'est notre ambition majeure, majuscule, c'est la qualité dans tous les domaines. Et c'est pareil, Jean-Luc Rochat, le chef de Cordeillan, qui est un garçon de très grand talent, il a la même approche de son métier, c'est la qualité. Donc on se retrouve là sur ce thème. Jean-Michel, merci beaucoup. Vous penserez à moi. Hein, promis. Merci de votre accueil, en tout cas. Merci, on vous retrouve dans ce très beau livre aux éditions Glénat, hein, avec merci. 52 recettes. Voilà. Une pour chaque semaine de l'année. Une pour chaque semaine, voilà. Donc plein de bonnes choses en tout cas. Et nous, on va continuer de découvrir des livres consacrés au vin ou au vignoble. C'est le cas d'une bande dessinée, Fred Bernard, qu'on connaît bien, et qui va nous parler de quelqu'un qu'il affectionne particulièrement. C'est son grand-père, puisque son arrière-grand-père et son grand-père ont été vignerons. Ce sont des conversations avec son grand-père, un pur moment, si vous aimez la bande dessinée tout simplement, mais aussi le vin. Drop it.
Ah, c'est une longue histoire, hein, parce que ça a failli être une bande enregistrée, parce que ma mère voulait l'enregistrer depuis toujours. J'ai toujours entendu dire qu'elle voulait l'enregistrer, qu'il fallait l'enregistrer pour parler des vignes, mais aussi de sa vie en général, de la guerre, tout ça. Elle l'a jamais fait, ses sœurs non plus. Et moi j'enregistrais dans ma tête. Moi, j'avais des listes d'anecdotes comme ça que j'entendais que chez lui, que j'ai accumulées, et j'en ai fait un livre. J'aurais pu le faire il y a 10 ans. Il avait que 80 ans à l'époque, mais je l'ai fait maintenant parce que c'était le bon moment. C'est la façon dont lui parle de tout ça en fait. Parce que chaque vigneron a sa façon d'en parler, souvent ils sont assez cocasses. Et sa façon à lui d'en parler m'a toujours ému et fait rire, il est drôle. J'avais tout en tête, parce que je les ai entendues 100 fois ces histoires. Donc le problème c'était de traduire cette oralité sur le papier, hein, parce que même si je fais des petites bulles et on se promène dans les vignes, c'est nos balades et tout ça. Mais quand j'avais des doutes, je lui posais les questions. Moi, ça me fascine parce que je suis dehors, en même temps je suis dedans, j'y ai grandi, j'entends parler de ça à longueur d'année. Et donc je voulais transmettre ça en fait. Et il y a pas mal d'anecdotes. Moi j'avais l'impression de m'adresser un peu qu'à ma famille parce que c'était intramuros, quoi. Mais en fait c'est assez universel. Ah mais moi j'adore. Enfin, je suis dans un truc très proustien, moi, dès que je me balade dans les vignes. L'odeur, la terre, tout ça. Le climat pourri de novembre à avril, avec quelques petites rémissions. Moi, je suis super. En fait, j'enrageais de tout ça, moi, ado. Je vais me barrer, j'en ai marre de la boue et tout ça. Mais en fait, maintenant, j'y vois quelque chose de très romantique. C'est assez romantique comme paysage. Puis j'adore à dessiner notamment, c'est super agréable parce que c'est des espèces de trames graphiques comme ça, par petites parcelles. Et c'est plus sympa que des champs de patates, hein, ou de betteraves. Ouais, déjà visuellement, quoi. Je vous le rappelle évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Par contre, l'abus de culture est une nécessité absolue. Donc on va continuer ce culture-thé, on va continuer de rencontrer ces personnalités liées au vin. C'est le cas de Michel Rolland, dit de lui qu'il est le gourou du vin. On allait lui poser la question. All set? Let's go. Par la volonté des autres, parce que bon, c'était quand même un peu au second degré le gourou. Donc voilà, comme je leur mets affublé d'à peu près tous les noms, des bons comme des mauvais d'ailleurs, parce que ça passait de Satan à Magic Roland, donc j'ai à peu près tout eu. Donc voilà, le gourou il se traduisait surtout en 3 langues assez facilement, c'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Ben, vous savez, si vous reprenez l'histoire, entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, il y a à peu près la même différence sur les 40 dernières années dans le vin. Donc voilà, on a juste ça de différence. C'est-à-dire qu'on est parti d'une époque où les vins étaient faits comme ils devaient être faits, avec les moyens que nous avions, et puis on a appris à connaître le vin, bon, grâce d'ailleurs à la science, hein, parce que là c'est l'œnologie qui a progressé, et l'œnologie progressant, on a appris à faire des vins de façon un petit peu différente. On ne fait pas de fixation dessus. D'abord moi-même, quand j'ai fait œnologie, la science n'était encore pas très développée, donc ça a plus été intuitif et plus il y a un côté psychologie très important. Vous savez, je dis dans mon métier, il y a 70% de psychologie, 30% d'œnologie. Et je pense que c'est tout à fait vrai. En fait, il faut amener les gens à faire ce que l'on a envie de faire et voir les résultats. Donc c'est un dialogue plus qu'une intervention directe.
quand j'ai commencé, bon, on parlait pratiquement pas des vins étrangers, on parlait de l'Italie et de l'Espagne qui sont les producteurs, mais pas à un très haut niveau de qualité. Il n'y avait pas les grandes régions viticoles comme en France, comme la Bourgogne, comme Bordeaux. Bon, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des grands vins en Italie, il y a des grands vins en Espagne, et puis on a vu des vins en Amérique du Sud, et puis aux États-Unis, Napa qui produit des vins de très haute qualité. Donc il y a des endroits qui viennent, et c'est sûr qu'il reste des endroits où on trouvera dans le futur des grands vins. C'est des combinaisons sol-climat, et arrangé un petit peu par la volonté humaine. Parce que s'il n'y a pas la patte de l'homme, de toute façon, ça ne se passe jamais très bien. Si vous me demandez de faire de la prévision, je dirais que je sais pas trop, mais je pense qu'on va certainement vers plus de facilité, plus de tendances jeunes, plus de tendances fruitées, plus de tendances élégantes, une consommation un petit peu plus facile. Bon, on a le problème de l'alcool, on a le problème... Bon, donc il faut que le vin corresponde un petit peu à tous ces nouveaux problèmes que nous n'avions pas forcément il y a 30 ans. Donc je pense que ça s'adaptera. Alors comme d'habitude, ça prendra du temps, c'est pas simple, il y aura des critiques, il y aura des pour, il y aura des contre, mais s'il n'y avait pas ça, que serait la vie? On continue nos pérégrinations pour cette émission spéciale consacrée aux livres et au vin. Et on est dans un lieu ici d'exception pour tous les amateurs de vin, dans l'une des caves du domaine de la Romanée-Conti. Aubert de Vilaine, bonjour. Bonjour. C'est un lieu qui ferait rêver bon nombre d'amateurs de vin dans le monde entier. La Romanée-Conti est considérée comme un vin d'exception en France et à l'étranger. Est-ce que vous vous en rendez compte encore aujourd'hui ? Oui, c'est un vin d'exception parce que, disons qu'on arrive à exprimer ce que dit le climat de la Romanée-Conti, je pense, à peu près correctement. Donc la qualité est là et donc pour cela, il reste, j'espère, un vin d'exception pour les amateurs. Mais vous savez, moi je pense surtout à comment il faut faire pour arriver à l'excellence pour ce vin-là. Mais ce que vous dites, sa célébrité, j'y pense pas trop. Vous le dites justement, beaucoup de travail, j'imagine beaucoup d'exigences et aussi peut-être beaucoup de plaisir à travailler ce vignoble. C'est un plaisir perpétuel dans le sens que ce n'est pas facile. On a des difficultés, on peut même dire des handicaps. Hein, les conditions météo ne sont pas toujours avec nous. On est un carrefour climatique avec des influences qui viennent des quatre coins. Et donc on amortit ça, on a une côte qui amortit ces difficultés climatiques bien, et on le prouve dans les vins, mais disons qu'il faut tout le temps se battre. Au-dessus de nous, il y a ces climats. Ces fameux climats, ce sont des parcelles de vignobles, 1248. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi exceptionnel dans ces climats pour qu'aujourd'hui sorte un très beau livre aux éditions Glénat? Et puis, de votre part, un message important que vous laissez imprimer pour les générations futures. J'ai passé une 50aine d'années de ma vie sur ces climats, justement, et ce long passage, en fait, m'a persuadé, et de plus en plus persuadé, que cette culture, en fait, des climats, cette civilisation, est quelque chose de tout à fait unique. Cette construction de ce vignoble sur quasiment 2000 ans. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est tout simplement, dans un monde moderne, perpétuer ce qui s'est toujours fait, c'est-à-dire la recherche de l'expression dans le vin du lieu qui le produit. Aubert de Vilaine, le vin aujourd'hui, comme vous le créez, c'est toujours un moment de partage, tout simplement? Bien sûr, quand on fait du vin, je pense d'abord, c'est déjà un partage avec la nature. C'est déjà un partage avec la nature, puisque
c'est vraiment par ce dialogue avec la nature qu'on peut faire un grand vin. Si on cherche à s'exprimer soi-même, on va rater ce grand vin. Donc c'est vraiment, il y a un partage avec la nature. Et il est évident que à partir de là, une fois que le vin est élaboré et qu'il est mis en bouteille, sa destination, pour nous, c'est vraiment de le partager. Et il n'y a pas de meilleur moment pour moi quand on se prépare à mettre sur le marché le nouveau millésime et de découvrir ce vin avec eux et d'écouter justement ce que les dégustateurs disent à propos de ces vins qui viennent de naître et dont on ne connaît pas encore vraiment complètement la personnalité. Aubert de Vilaine, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, sur le domaine de la Romanée-Conti. On le disait, on l'évoquait, un très beau livre aux éditions Glénat sur les climats de Bourgogne. Et les beaux livres, évidemment, on aime les présenter dans Culture T. C'est votre rubrique, Beaux livres. All set? Let's go. Cette semaine, dans votre rubrique Beaux livres, de la pâtisserie, de la gourmandise, avec le premier livre de Laurent Janin, l'un des plus grands chefs pâtissiers au monde, qui œuvre aujourd'hui au Bristol. Alors ce livre, c'est avant tout le témoignage de 30 années de carrière et c'est aussi une trace de toutes nos pâtisseries que nous faisons au jour le jour, au fil du jour, donc comme il porte bien son nom, des pâtisseries du matin au soir pour l'hôtel de Bristol. Donc on a mis dans ce livre des recettes de pâtisserie pour tous les moments de la journée qui vous permettront à la maison, à n'importe quel moment, donc pour le matin vous avez un pancake, vous avez des crêpes, vous avez plein de choses, un granola, donc des choses très simples, après des choses légèrement plus difficiles, mais n'ayez pas peur. Avant tout, la pâtisserie, c'est le partage, c'est la générosité, donc n'ayez pas peur de ces recettes qui vous paraissent compliquées. Nous avons fait en sorte d'enlever tous les termes techniques pour simplifier la compréhension de la pâtisserie, donc n'hésitez pas. Donc la pâtisserie, c'est un apprentissage avant tout, des gestes, des savoir-faire. Donc j'ai commencé en Auvergne et ensuite je suis venu affiner, on va dire, et faire une pâtisserie beaucoup plus légère, beaucoup plus aboutie à Paris. Donc j'ai commencé à la maison Fauchon avec Pierre Armet. Et ensuite, j'ai continué par divers établissements, le Duc d'Enghien à Enghien, l'hôtel de Crillon. Ensuite, j'ai réouvert comme chef le Four Seasons Georges V. Et pour finir à l'hôtel de Bristol et donc aboutir à 3 étoiles Michelin, 1 étoile au 114. Et voilà, aujourd'hui un livre. Alors il y a un produit, pour être honnête, il y a un produit où depuis 2 ans, mais je ne travaille pas vraiment dessus, mais je voulais faire une tarte chocolat qui serait unique. Voilà, une tarte chocolat chaude, mais qui serait unique. Voilà. Donc on va attendre le futur va nous dire si je réussirai ou pas. D'accord, merci chef. Ben, avec plaisir. C'est la fin de votre émission Culture T. Je tenais à remercier Michel Chasseuil de nous avoir accueillis dans cette cave tout à fait extraordinaire. Toutes les infos de votre émission, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec mon profil et celui de Public Sénat. Le jeudi matin, c'est ma chronique Coup de cœur bande dessinée dans le métro. Le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T.